Monsieur le ministre, c'est un plaisir de m'entretenir avec vous. Permettez-moi de commencer par une première question. J'ai pu parler avec des gens ici à Moscou et la perception est que les États-Unis ont changé. Les gens disent que les États-Unis sous le président Trump sont devenus tout à fait différents. Pensez-vous que les États-Unis comme culture ainsi que la perception américaine de la Russie et du président Poutine aient radicalement évolué? Je pense que ce qui se passe actuellement aux États-Unis est un retour à la normale. Les États-Unis ont toujours été marqués par une compétition entre deux partis qui se succèdent à la Maison-Blanche. Cependant, comparé aux années que j'ai passées aux États-Unis, j'y suis venu en 1981 et j'y ai travaillé à plusieurs reprises pendant de longues années. La division actuelle est tout à fait frappante. À cette époque-là, la principale ligne de fracture entre les démocrates et les républicains se situait autour des impôts, de l'avortement, des choses qui font partie d'une vie chrétienne normale, et c'est sur ces valeurs chrétiennes que la politique reposait. Or, même si les partis se disputaient, ils étaient dans le cadre de valeurs acceptées par tous. Avec l'introduction des idées néolibérales, voire néoconservatrices, mais principalement néolibérales, le fossé s'est creusé davantage, atteignant son apogée lors du premier mandat du président Trump, qui s'est avéré pour lui, de son propre aveu, une surprise, et auquel il n'était pas vraiment préparé. Maintenant, il est prêt. C'est clair. Après seulement 49 jours au pouvoir, un ordre du jour très ambitieux est dans l'espace public. Donc la fracture s'explique tout d'abord par le fait que le Parti démocrate au pouvoir s'est éloigné des valeurs chrétiennes, à mon avis, en promouvant sans aucune limite les LGBTQ et toutes les lettres qui peuvent suivre, avec des toilettes pour chaque genre. WC for any gender. I once found myself in Sweden where the OSCE. J'étais un jour en Suède où se tenait une rencontre ministérielle de l'OSCE dans un stade spécialement aménagé pour cette occasion. Je suis sorti prendre l'air et j'ai vu un panneau indiquant les WC. J'ai demandé à celui qui m'accompagnait si c'était pour hommes ou pour femmes. Il a dit « Pour tout le monde ». Je ne voudrais vraiment pas qu'un de mes amis vive une telle expérience. Ce n'est bien sûr qu'une des manifestations de cette fracture. Mais l'Amérique de la Rust Belt, la ceinture de rouille, ne semble pas trop vouloir adopter ces valeurs. La persistance fanatique avec laquelle ces valeurs ont été promues parmi la population a poussé un certain nombre de personnes à décider que ce n'était pas ce qu'elles voulaient. C'est pourquoi elles ont soutenu Donald Trump. Il s'agit donc d'un retour à la normale tel que nous l'entendons. Nous, chrétiens orthodoxes, nos valeurs sont très proches, bien que le catholicisme d'aujourd'hui dévie de plus en plus vers de nouvelles tendances
incompréhensible et inacceptable pour nous. Mais le fait est qu'une administration normale, dépourvue d'idées antichrétiennes, est arrivée au pouvoir. Cela a provoqué une forte réaction dans les médias et dans la politique internationale, ce qui est très intéressant et révélateur. Lors de notre rencontre, ce n'est un secret pour personne, à Riyad avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, le conseiller américain à la sécurité nationale Mike Waltz et l'envoyé spécial américain pour le Moyen-Orient Steve Witkoff, ils ont exprimé leur volonté d'établir des relations normales dans le sens où le fondement de la politique étrangère américaine sous l'administration Trump est la défense des intérêts nationaux américains, une priorité inconditionnelle, non négociable. Dans le même temps, les Américains reconnaissent que d'autres pays ont aussi leurs intérêts nationaux et ils sont prêts à avoir des négociations sérieuses avec les pays qui défendent leurs intérêts nationaux et ne veulent pas se laisser conduire par les autres. Il est clair que les États-Unis et la Russie sont des États dont les intérêts nationaux sont fondamentalement différents. Une coïncidence totale est impossible, même à 50%. Mais lorsqu'ils coïncident, nous, en tant qu'hommes politiques responsables, devons faire de notre mieux pour développer ces intérêts convergents et similaires en les mettant en pratique pour le bénéfice des deux parties, qu'il s'agisse de projets économiques, de projets d'infrastructures ou d'autres choses. Il y a eu ensuite un autre message important. Lorsque les intérêts divergent ou sont contraires, les pays responsables doivent tout faire pour que ces contradictions ne se transforment pas en confrontation, surtout quand il s'agit d'une confrontation militaire aux conséquences désastreuses pour d'autres pays. Nous leur avons dit, partagez pleinement cette approche. C'est exactement l'approche suivie par le président russe Vladimir Poutine en matière de politique étrangère. Depuis le début de sa présidence, il n'a cessé de souligner que nous n'imposions rien à personne et que nous recherchions un équilibre des intérêts. Autrement dit, nous suivons exactement la même logique. Certains diraient que la Russie est en train de changer, de s'éloigner de l'Est, de la Chine, de l'Inde et de l'Afrique. C'est une illusion. L'euphorie n'a pas sa place dans la politique étrangère. Depuis des décennies, la Chine entretient des relations avec les États-Unis sur la base de la formule que je viens de décrire. Ils se critiquent parfois, ce qui ne nous dérange pas. Je veux dire que dans la diplomatie moderne, nous utilisons un nouveau vocabulaire, mais ils n'ont jamais interrompu le dialogue. Ils diraient « Ne touchez pas à Taïwan, ne touchez pas à la mer de Chine méridionale ». Mais en même temps, ils sont prêts à se rencontrer et à discuter. C'est la même approche, la même stratégie qui est aujourd'hui employée par l'administration Trump dans ses relations avec la Russie. Je pense que c'est la seule qui soit bonne. Je ne connais pas deux personnes dont les points de vue coïncideraient à 100%.
Il en va de même pour les relations entre pays. Les pays qui peuvent influencer sérieusement le destin du monde sur le plan militaire, notamment les puissances nucléaires, ont bien sûr des responsabilités particulières. Ils ne doivent pas se crier dessus, mais au contraire s'asseoir à une table et négocier. Un peu comme les cow-boys dans de nombreux westerns hollywoodiens. Il a dit que tu savais, et je sais que tu sais, que je sais ce que tu veux me dire. Monsieur le ministre, je suis ravi d'être ici. Je vous souhaite d'avance un joyeux anniversaire. C'est une date spéciale. C'est bientôt mon anniversaire aussi. C'est vrai? Le même jour? Non, un peu après. Nous avons le même âge. Nous sommes nés la même année. Merci de nous avoir invités. Je voudrais vous poser une question sur l'OTAN et la réaction de la diplomatie russe à la tromperie de l'OTAN. Quelle sera la réaction du ministère des Affaires étrangères si et quand les États-Unis se retireront de l'OTAN? C'est bien sûr une longue histoire. Une histoire d'illusion, de croyance, de déception, d'un partenariat qui a dégénéré en rivalité et puis en confrontation et en animosité. Je ne voudrais pas raconter l'histoire de James Baker et d'autres qui ont promis à Mikhaïl Gorbatchev que l'OTAN ne s'étendrait pas d'un pouce vers l'Est. Et comment ils ont changé d'avis à l'époque où les deux Allemagnes ont été réunifiées. C'est ce qui avait été convenu légalement sur le papier. Maintenant, ils disent qu'il n'y a pas d'obligation juridique à ne pas étendre l'OTAN. D'accord, si vous pensez que c'est seulement devant un tribunal que vous devez prendre des engagements juridiques, il faut forcément avoir un cadre légal précis. Mais si vous êtes une personne digne, si vous prenez des engagements politiques, vous devez les respecter. Lorsque l'Allemagne s'est réunifiée, c'était un document juridique approuvé dans le cadre du format 2+4. Là, il avait été dit que l'Allemagne de l'Est ferait partie de la République fédérale d'Allemagne et par conséquent de l'OTAN, mais qu'il n'y aurait aucune infrastructure que ce soit de l'OTAN sur le territoire de l'ancienne Allemagne de l'Est. Maintenant, ils reviennent sur cet engagement aussi. Il déploie un commandement de l'OTAN en Allemagne de l'Est. Mais Mikhaïl Gorbatchev a cru que c'était une promesse sérieuse, un engagement sérieux. Par la suite, nous avons été très déçus de voir l'OTAN non seulement intégrer l'Allemagne de l'Est, mais s'élargir davantage. Pour comprendre, en 2004, les 3 républiques baltes qui faisait autrefois partie de l'Union soviétique. Ce processus s'est poursuivi et l'OTAN a accepté d'autres pays qui voulaient en devenir membres. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Evgeny Primakov, avait proposé en 1997 d'entamer des contacts entre la Russie et l'OTAN. C'est ainsi qu'a été négociée
l'acte fondateur OTAN-Russie, qui reposait sur l'égalité, le respect mutuel, la coopération dans plusieurs domaines, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine. C'est sur cette base qu'a été créé le Conseil Russie-OTAN, au sein duquel ont été mis en place 80 ou 90 projets chaque année. Il y avait un programme de coopération sur l'Afghanistan, les Américains recevaient des hélicoptères russes et les payaient, tandis que nous en assurions la maintenance. Les hélicoptères soviétiques convenaient mieux aux conditions de l'Afghanistan, à la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue. Ensuite, l'expansion a continué. Boris Yeltsin était toujours au pouvoir et Evgeny Primakov était devenu Premier ministre. Un sommet de l'OSCE s'est tenu en 1999 à Istanbul. Le président Yeltsin y a participé. Il a rencontré ses collègues américains et européens. Ils ont décidé d'apaiser les craintes concernant l'OTAN et ses projets à venir. Il fallait adopter une déclaration politique forte sur le caractère indivisible de la sécurité. C'est ainsi que la déclaration d'Istanbul a été adoptée, selon laquelle chaque pays avait le droit de choisir ses alliances, mais aucun pays n'avait le droit de renforcer sa sécurité au détriment de celle des autres. Le point le plus important était qu'aucun pays, ni groupe de pays ou d'organisations ne pouvait affirmer sa domination. L'OTAN a fait exactement le contraire. Donc, maintenant, la décision de déclencher l'opération militaire spéciale a été prise, comme l'a répété le président Vladimir Poutine, parce que toutes les autres alternatives et tentatives faites auparavant pour que les choses reprennent un tour positif avaient échoué. Elles ont échoué pendant 10 ans après le coup d'État à Kiev, qui a eu lieu en violation d'un accord signé la nuit précédente et garanti par l'Allemagne, la France et la Pologne. Cet accord prévoyait une période de 5 mois pour préparer les élections générales et la formation d'un gouvernement d'union nationale pour une période transitoire. Cependant, le matin, ayant suivi la signature de cet accord, l'opposition a occupé les bâtiments gouvernementaux, est sorti devant la foule sur le Maïdan et a proclamé la création d'un nouveau gouvernement des vainqueurs. Or, les vainqueurs et l'unité nationale, ce sont des choses différentes. J'espère qu'un gouvernement d'unité nationale en Syrie sera établi. Mais pour l'instant, la situation y reste dangereuse. Quant à l'Ukraine, quand ces gens sont arrivés au pouvoir par un coup d'État, la première chose qu'ils ont faite a été d'abolir le statut de la langue russe. Puis, ils ont envoyé des soldats prendre d'assaut le bâtiment du Conseil suprême de Crimée. Ensuite, ils ont qualifié de terroristes les habitants du sud et de l'est de l'Ukraine, qui osaient exprimer leur désaccord avec le régime mis en place à la suite du coup d'État et qui demandaient à être laissés tranquilles. Ils les ont déclarés terroristes et ont lancé une opération antiterroriste contre leurs propres citoyens. Cela a conduit à une guerre qui s'est terminée en février 2015 par la signature des accords de Minsk. Aujourd'hui, le président français tente d'interpréter la situation
comme si Vladimir Poutine n'avait pas voulu respecter ces accords. Le discours de Macron, qui d'ailleurs portait aussi sur l'OTAN, était très drôle, car il a déclaré que la France serait en mesure de protéger tout le monde avec ses 3 ou 4 ogives nucléaires. À Minsk, nous avons eu 17 heures de négociations ininterrompues. Les accords ont été signés. Je m'écarte un peu du sujet de l'OTAN, mais vous comprendrez pourquoi. Ensuite, ils ont été approuvés par le Conseil de sécurité. Il est intéressant de noter qu'à l'issue des négociations, Petro Poroshenko, soutenu par François Hollande et Angela Merkel, a déclaré qu'il ne signerait ce document qu'une fois que les séparatistes, comme il les appelait, l'auraient signé. Les dirigeants des 2 républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk se trouvaient aussi à Minsk, mais dans un autre hôtel. Ils ont refusé de signer les accords parce qu'ils avaient été négociés sans eux. Ce document prévoyait de maintenir l'intégrité territoriale de l'Ukraine tout en accordant un statut spécial à ces 2 petits territoires. Ceux-ci avaient déjà proclamé leur indépendance et ne pouvaient donc pas trahir leur peuple. Nous avons dû les convaincre de signer ces accords qui stipulaient effectivement un statut spécial de ces territoires à l'intérieur de l'Ukraine. La langue russe, le droit d'être consulté pour les nominations au poste de procureur et de juge dans ces régions. Ces droits devaient être inscrits dans la Constitution et les formulations exactes devaient être négociées directement entre Kiev et ces 2 républiques. Cela faisait partie des accords de Minsk, approuvés par le Conseil de sécurité. Peu après leur entrée en vigueur, les Allemands, les Français et les Ukrainiens se sont mis à dire qu'ils n'avaient jamais parlé avec les séparatistes. Emmanuel Macron était à Moscou quelques semaines seulement avant le début de l'opération militaire spéciale. Lors d'une conférence de presse, et puis lors de cet appel téléphonique avec le président Vladimir Poutine, cet appel téléphonique tristement célèbre que lui, le président français, a rendu public. Il a déclaré « Vladimir, tu ne peux pas insister pour qu'un gouvernement légitime discute avec les séparatistes. » Et le président Poutine a rétorqué en disant que ce gouvernement légitime était parvenu au pouvoir par un coup d'État. Qu'il nous soit donc reconnaissant à nous, tous, d'essayer de légitimer toute cette situation et tout ce pays. Mais il ne faut pas oublier que les accords de Minsk prévoyaient clairement un dialogue direct avec ceux qu'ils appellent les séparatistes. La façon dont les Français et les Allemands se sont comportés est vraiment honteuse. Finalement, ceux qui ont signé au nom de l'Ukraine, de l'Allemagne et de la France, à savoir Petro Poroshenko, Angela Merkel et François Hollande, une fois à la retraite, ont déclaré dans des interviews « Nous n'avons jamais eu l'intention de mettre cela en œuvre, nous avions juste besoin de gagner du temps pour fournir plus d'armes à l'Ukraine. » Et bien sûr, l'OTAN a joué un rôle clé. Par exemple, le format Ramstein était dirigé par les États-Unis à l'époque de Joe Biden. Aujourd'hui, si je comprends bien, les Américains veulent le céder aux Britanniques. Mais les Européens ne relâchent pas leurs efforts. Au contraire, ils les intensifient et appellent à de plus en plus de soutien en devenant de plus en plus insistant et je dirais même nerveux.
L'incertitude quant à la survie de l'OTAN sans les États-Unis est à l'origine, je pense, de ce genre de réaction. Je ne pense pas que les Américains puissent sortir de l'OTAN. Au moins, le président Trump n'a jamais laissé entendre que cela pourrait être le cas. Mais ce qu'il a clairement déclaré, c'est que si vous voulez que nous vous protégions, que nous vous donnions des garanties de sécurité, il faut en payer le prix requis. Le montant reste à définir, 2,5 ou 5%, ou quelque chose entre les deux. Il a également déclaré que les États-Unis se chargeraient de la sécurité de ceux qui rempliraient les critères relatifs au pourcentage du PIB à verser à l'OTAN. Mais il ne veut pas fournir ces garanties de sécurité à l'Ukraine sous Zelensky. Il a sa vision de la situation qu'il expose ostensiblement et régulièrement. Selon lui, la guerre n'aurait jamais dû commencer et pousser l'Ukraine vers l'OTAN est une violation de sa constitution, une violation de la déclaration d'indépendance de l'Ukraine de 1991, sur la base de laquelle nous avons reconnu l'Ukraine en tant qu'État souverain. C'est ainsi pour plusieurs raisons, notamment parce que la déclaration évoquait le statut non aligné et neutre de l'Ukraine. En outre, la déclaration confirmait et consolidait le respect des droits des Russes et de toutes les minorités nationales. Ce qui, d'ailleurs, figure toujours dans la constitution ukrainienne, en dépit du fait qu'une série de lois adoptées depuis 2019 a abouti à l'interdiction légale et totale de la langue russe dans les médias, l'enseignement et la culture. Même dans la vie de tous les jours. Si vous vous rendez dans un magasin et demandez à l'employé de vous renseigner en russe, il ou elle pourrait vous demander de parler la bonne langue. C'est comme ça que ça se passe. Et bien sûr, la situation a pris un tournant radical depuis que le cap stratégique de l'Ukraine vers l'adhésion à l'OTAN a été inscrit dans la Constitution tout en laissant les garanties des minorités nationales. Ils ont déclaré que l'OTAN était l'avenir de l'Ukraine, ainsi que l'Union européenne. Lorsqu'ils ont commencé à prononcer ces discours, l'Union européenne ressemblait encore plus ou moins à un bloc économique. Aujourd'hui, elle ne l'est plus du tout. Et le Führer Ursula mobilise tout le monde pour remilitariser l'Europe. Des sommes inimaginables sont évoquées. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une tactique pour détourner l'attention de la population de ces dizaines et centaines de milliards d'euros qui ont été dépensés à l'époque du Covid et pour soutenir l'Ukraine sans audit approprié. Il en est question à l'heure actuelle. It's a discussion which is being raised. L'Union européenne a aussi perdu son indépendance et son importance économique. Lorsqu'un porte-parole du gouvernement allemand dit « Non, 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 nous ne remettrons jamais en service le gazoduc Nord Stream 2 parce que nous avons besoin de nous débarrasser de la dépendance vis-à-vis du gaz russe », alors que c'était le fondement de l'économie allemande, de la prospérité de l'économie allemande.
Aujourd'hui, ils payent le gaz 4 à 5 fois plus cher que les industries similaires aux États-Unis. Le monde des affaires est en train de se déplacer vers les États-Unis. La désindustrialisation de l'Europe est en marche. Ils sont prêts à tout sacrifier uniquement pour atteindre l'objectif idéologique d'une défaite de la Russie. Il faut infliger une défaite stratégique à la Russie sur le champ de bataille, disait-il. Aujourd'hui, ils disent qu'ils n'accepteront pas la capitulation de l'Ukraine. C'est un changement. Presque un changement à 360 degrés, comme dirait Annalena Baerbock. Mais l'Union européenne n'est plus un projet économique pacifique. Ils veulent avoir leur propre armée. Parlant de l'avenir de l'OTAN, des voix se font entendre. D'accord, si les États-Unis ne veulent pas s'engager activement dans les affaires européennes, construisons notre propre OTAN, notre propre alliance militaire. Certaines déclarations ne servent qu'à tâter le terrain pour voir la réaction de l'autre côté de l'océan. Le 10 janvier 2023, l'Union européenne et l'OTAN ont signé une déclaration conjointe sur la coopération qui subordonne l'UE à l'Alliance de l'Atlantique Nord, lui assurant une mobilité territoriale. Autrement dit, l'équipement de l'OTAN, ses troupes, peuvent être déployées sur le territoire des États de l'UE qui ne sont pas membres de l'OTAN, s'il en reste encore. L'Autriche, l'Irlande, mais ça n'a pas tant d'importance, car ils regardent toujours vers l'Est. En ce qui concerne les pacifistes, la première ministre danoise a déclaré qu'aujourd'hui, l'Ukraine était affaiblie, qu'elle ne pouvait pas être traitée équitablement, et donc que la paix était pire que la guerre pour l'Ukraine en ce moment. Elle l'a dit. Inondons à nouveau l'Ukraine d'armes, et lorsque nous aurons fait vaciller la position russe, nous verrons s'il est possible de discuter. Il y a quelques jours, le directeur du service allemand de renseignement a déclaré qu'il serait mauvais pour l'Ukraine et pour l'Europe que la guerre finisse avant 2029, voire 2030. Oui, c'est ce qu'ils ont dit vraiment. Lorsque dans le bureau ovale, le président Trump a demandé à Zelensky à plusieurs reprises, « Vous ne voulez pas négocier ?» Zelensky a essayé d'esquiver la réponse. Bien sûr, la nouvelle administration américaine est très préoccupée par les irrégularités, pour le dire gentiment, survenues à l'époque de Joe Biden, en ce qui concerne les livraisons à l'Ukraine faites par le Pentagone, sans qu'il soit possible de vérifier où est passé cet argent. Elon Musk essaie de s'en occuper. Nous ne nous réjouissons nullement de cette situation. Mais il s'agit des gouvernements de l'administration de Joe Biden, de la commission d'Ursula von der Leyen, des Britanniques, qui accusent constamment la Russie de corruption, de violation des droits de l'homme, et qui, généralement, quelle que soit la question internationale abordée,
commence toujours par les droits de l'homme. L'Iran, le Venezuela, Cuba bien sûr, le Nicaragua, l'Afrique du Sud, qui auraient violé les droits de l'homme en adoptant une loi sur les terres. Il existe plusieurs formats de communication entre l'Occident et l'Asie centrale, et la question des droits de l'homme est toujours au centre de l'ordre du jour. Mais en Ukraine, là où la langue russe a été supprimée au niveau législatif, et sur le terrain, une agence dédiée s'assure que la législation est pleinement mise en pratique. À part nous, personne n'a jamais mentionné qu'il s'agissait d'une atteinte aux droits de l'homme. Actuellement, les Hongrois et les Bulgares commencent à soulever cette question car ils ont, eux aussi, des minorités en Ukraine. La création de l'Ukraine a été principalement décidée par Staline après la Seconde Guerre mondiale. Ces frontières étant tracées à l'instar de ce que les puissances coloniales ont fait en Afrique. Il suffit de regarder la carte de l'Afrique. Les frontières ont été tracées à la règle. Dans le cas de l'Ukraine et de ses voisins, la situation est différente. Une méthode spécifique a été appliquée, mais une division ethnique a également eu lieu. Après le coup d'État, lorsque nous avons commencé à nous entretenir avec Petro Poroshenko, celui-ci a promis qu'il ne permettrait jamais qu'une guerre éclate entre l'armée ukrainienne et les citoyens de l'Est de l'Ukraine. Il a affirmé qu'il serait fidèle à ses engagements concernant les minorités nationales. La fédéralisation a fait l'objet de discussions très sérieuses entre moi-même, John Kerry, Catherine Ashton, alors haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères, et Andrei Deschitsa, ministre ukrainien des Affaires étrangères par intérim. C'était en avril 2014, et nous avons eu des discussions sérieuses. Personne ne mentionnait la Crimée. C'était déjà réglé. Nous avons élaboré un document, la déclaration de Genève du 17 avril 2014, selon lequel les dirigeants des régions ukrainiennes devaient se réunir pour discuter de la manière de continuer à vivre dans un État autrefois unitaire, tout en prenant en compte les droits des minorités. C'était en 2014. Et puis tout le monde l'a oublié. Zelensky est également arrivé au pouvoir en promettant de mettre en œuvre les accords de Minsk. Cependant, quelques mois après son investiture, ses propos ont radicalement changé. Il disait notamment que l'Ukraine était un État unitaire, qu'il n'y aurait pas de statut spécial, qu'il ne parlait pas aux séparatistes, et j'en passe. Un autre mensonge formulé par Emmanuel Macron dans sa dernière déclaration pathétique concerne la réunion de décembre 2019 à Paris entre Emmanuel Macron, la chancelière allemande de l'époque, Angela Merkel, le président russe Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Une réunion initiée par l'Allemagne et la France afin de sauver les accords de Minsk. Les préparatifs avaient abouti à un projet de document approuvé par les experts et les ministres des 4 pays. Il a ensuite été présenté au président et à la chancelière. Il y avait consensus. Ce document évoquait la nécessité du désengagement des forces sur la ligne de front. D'abord dans 3 zones, puis sur toute la longueur de la ligne de front.
Il y a eu un accord. Tous les dirigeants ont été satisfaits. Lorsque le document leur a été montré, sauf Zelensky, qui a déclaré qu'il ne pouvait essayer de le faire que dans 3 zones expérimentales et non sur toute la longueur de la ligne de front. Personne ne comprenait pourquoi, mais il a insisté. L'essentiel est qu'il n'a jamais retiré ses troupes, même dans ces 3 zones. Les hostilités se sont poursuivies. C'est à ce moment-là que l'OTAN est intervenue. L'Alliance fournissait sans aucun doute des armes et des renseignements, et cela continue encore aujourd'hui. Les Américains ont annoncé le retrait, peut-être temporaire, peut-être pas, de leurs instructeurs et experts qui aidaient au guidage des missiles de haute technologie. Mais les autres pays ont laissé les leurs. Encore une chose concernant l'OTAN. Auparavant, elle était fière d'être une alliance défensive. Sa seule préoccupation était de protéger les territoires de ses États membres. Lors du sommet de Madrid, en 2022, le secrétaire général de l'époque, Jens Stoltenberg, a annoncé que l'OTAN devait être plus active dans la région Indo-Pacifique. En réponse à la question d'un journaliste sur la position de l'Alliance, qui se limitait à défendre les territoires des États membres, Stoltenberg a réaffirmé cette position, mais en ajoutant que les menaces provenaient désormais de la mer de Chine méridionale, du détroit de Taïwan, etc. L'OTAN a commencé à y constituer des blocs non inclusifs. Troïka, Quad, AUKUS. L'organisation a encouragé ce quartet Indo-Pacifique, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, et a développé son partenariat avec le Japon et la Corée du Sud. Les exercices conjoints avec la Corée du Sud envisagent et utilisent déjà des éléments d'armes nucléaires. L'Alliance envisagerait d'ouvrir un bureau de l'OTAN à Tokyo ou sur une autre île japonaise. Elle tente de faire sortir certains pays de l'ASEAN et de les faire entrer dans ces clubs fermés à adhésion restreinte. Les Philippines et Singapour en sont les meilleurs exemples. Le concept de sécurité a été élaboré par l'ASEAN au fil des décennies et incluait tout le monde sur un pied d'égalité, notamment la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la République de Corée. L'ASEAN repose sur le consensus, mais ce principe est aujourd'hui considérablement ébranlé. Ce qui est très intéressant, c'est que cela coïncide avec le moment où nous avons commencé à repenser notre propre sécurité, ainsi que la sécurité eurasiatique. Eurasiatique, pas uniquement européenne. Chaque continent, que ce soit l'Afrique ou l'Amérique latine, est intégré dans des organisations continentales. L'Union africaine, la CELAC en Amérique latine et dans les Caraïbes. Seul l'Eurasie, le continent le plus grand, le plus prospère, le plus développé et le plus riche, n'a pas d'organisation à l'échelle du continent.
Toutes les tentatives de la Russie pour faire partie d'un processus de coopération en matière de sécurité s'organisaient autour de projets euro-atlantiques. L'OSCE, le Conseil Russie-OTAN, l'UE est très vite devenue euro-atlantique. Ça n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui, nous essayons de discuter, sans rien imposer à personne, d'une vision de l'architecture continentale eurasiatique, sans préjuger de sa forme. Il s'agit pour l'instant de s'asseoir à une table et de discuter sur la base de l'ouverture de cette architecture hypothétique et éventuelle à tous les pays du continent. Qu'ils conservent l'OTAN s'ils le souhaitent, qu'ils conservent l'OSCE. Mais il existe en parallèle l'Union économique eurasiatique, l'Organisation du traité de sécurité collective, la Communauté des États indépendants, l'ASEAN. Il existe l'Association sud-asiatique pour la coopération régionale. Elle n'est pas très active, mais tout de même. Le Conseil de coopération du Golfe, qui regroupe les monarchies arabes, est en train de normaliser ses relations avec l'Iran. Et nous l'y encourageons. La plupart des activités au niveau sous-régional sont économiques. Il serait bien d'unir nos efforts, d'organiser une division du travail afin d'économiser l'argent et les efforts et d'harmoniser les projets économiques. Le président russe a appelé cela le grand partenariat eurasiatique. Peut-être que dans un certain nombre d'années, cela servira de base matérielle pour une architecture de sécurité qui ne serait pas et ne devrait pas être proche de la partie occidentale du continent. Well, this is not very brief, but fascinating. Shortly about NATO. Yeah, Larry, please. You know, I'm not sure. Vous savez, je ne suis pas sûr de pouvoir faire confiance à mon propre pays. Je sais que le gouvernement russe est assez sincère dans sa recherche d'une solution diplomatique. Ce qui m'inquiète, et c'est quelque chose que je continue d'entendre de la part de personnes occupant des postes importants, c'est que les États-Unis ont cyniquement amélioré leurs relations avec la Chine en 1972 sous Nixon. C'était fait expressément dans le but de s'en prendre à l'Union soviétique. Ils voulaient être sûrs de séparer les deux pays. J'ai entendu plusieurs personnes, notamment Elbridge Colby, qui va être comme le numéro 3 du ministère de la Défense, dire qu'il considérait la Chine comme l'ennemi et qu'il pensait pouvoir séparer la Russie de la Chine. Et une fois de plus, vous utilisez, pas vous personnellement, monsieur le ministre, mais votre pays, comme un instrument contre la Chine. Je veux dire que c'est de la folie, parce que contrairement aux États-Unis, le gouvernement russe prend ses engagements au sérieux et les respecte. Alors, selon vous, quelle sera l'attitude de la Russie pour jongler avec, appelons cela, le subterfuge des États-Unis? D'un côté, ils vous tendent la main de l'amitié, mais en même temps, ils n'ont pas renoncé à leur souhait de détruire votre pays et aussi de vous utiliser cyniquement contre les Chinois. Eh bien, nous avons déjà vécu cela. Comme vous l'avez mentionné, en 1972, le président Nixon voulait que les relations dans ce triangle soient les suivantes. Les relations entre les États-Unis et la Chine et entre les États-Unis et la Russie doivent être meilleures que celles entre Moscou et Pékin.
than the relations between Moscow and China. A combination. C'est une belle construction philosophique. Mais la situation actuelle est radicalement différente. The current Nous n'avons jamais eu de relation avec la Chine qui soit aussi bonne, aussi marquée par la confiance, aussi durable, et qui bénéficie du soutien des peuples des deux pays. Would be enjoying support of the peoples of both countries. The Americans know that we will Les Américains savent que nous ne trahirons pas nos engagements, betray our commitment, les engagements juridiques, mais aussi, vous le savez, les engagements politiques que nous développons avec les Chinois. which we develop with the Chinese. We have problems. Nous avons des problèmes. Nous avons des difficultés dans nos relations, principalement à cause des sanctions, parce que les entreprises veulent éviter d'être punies. Certains projets logistiques et d'infrastructures très prometteurs en Sibérie sont retardés. Mais nous ne sommes pas pressés. Et les Chinois, bien sûr, ne le sont jamais. Ils regardent toujours au-delà de l'horizon. C'est leur trait national, et nous le respectons. En fait, encore une fois, je ne révèle pas un secret. Lorsque le président Joe Biden et le président Vladimir Poutine se sont rencontrés en juin 2021 à Genève, c'était au milieu de la pandémie du Covid. Lors d'une brève discussion en présence des seuls ministres des Affaires étrangères, Joe Biden a déclaré « Vous savez, je commence à revoir mon opinion au sujet de l'absolutisme de la démocratie, parce que les pays qui ont des dirigeants autoritaires s'en sortent beaucoup mieux que nous face à l'infection au Covid. En ce qui nous concerne, chaque État dispose d'une certaine marge de manœuvre et décide de vacciner ou de ne pas vacciner. La Chine et la Russie, a-t-il dit, ont mieux agi que beaucoup d'autres. Mais il s'agit d'une discussion philosophique. On peut se demander, dans la même logique, si 4 ans suffisent pour faire quelque chose à long terme, en particulier avec ces technologies de pointe, très compliquées et sophistiquées, qui nécessitent un réajustement des secteurs de l'économie. Et si 4 ans suffisent, ou peut-être même 2 ans, parce que si vous perdez des élections de mi-mandat, le Congrès ne vous permettra pas de tenir vos promesses. Je n'en sais rien. Je pense que la réponse est de laisser chaque pays choisir son destin, son avenir. Ce sera exactement conforme à la Charte des Nations Unies qui stipule l'égalité souveraine des États et la non-ingérence. Un exemple, l'Afghanistan. L'expérience démocratique a complètement échoué. Elle a totalement ignoré les habitudes séculaires et les règles non écrites de cette civilisation. Nous serions donc très prudents face à toute contrainte. Le président Trump parle déjà d'une réunion à 3. Les États-Unis, la Chine et la Russie. Il a indiqué qu'il aimerait discuter des armes nucléaires et des questions de sécurité. Nous serions ouverts à n'importe quel format basé sur le respect mutuel, sur l'égalité, sans solution imposée.
Si nos amis chinois sont intéressés, la décision leur appartient, mais cela n'exclut pas l'importance du dialogue russo-américain sur la stabilité stratégique et l'intérêt de reprendre de telles discussions a été exprimé à plusieurs reprises par Donald Trump et son administration. Le président Vladimir Poutine, en réponse, a déclaré qu'il s'agissait d'un domaine à responsabilité particulière, étant donné que le traité de désarmement nucléaire, le traité New START, expire d'ici un an. Donc, il s'agit d'une vision très différente de celle que l'administration de Joe Biden avait l'habitude de promouvoir. Il disait « Reprenons la mise en œuvre du traité New START et laissez-nous visiter certains de vos sites nucléaires. » Nous leur répondions « Vous nous avez déclaré ennemis. Vous avez déclaré que votre objectif était d'infliger une défaite stratégique à la Russie. » Ils ont réagi. Oui, mais cela n'exclut pas quelques visites tactiques et techniques. La position du président Trump, comme je l'ai dit au tout début, est la suivante. Quels que soient les différends que nous avons, ne les laissons pas dégénérer en guerre. Et quels que soient les intérêts qui vont dans le même sens, ne laissons pas passer la chance de les transformer en quelque chose de concret et d'utile. Il semblerait, et Marco Rubio lui-même l'a dit, que nous entrions dans un monde multipolaire. Vous venez de mentionner que les Chinois, et dans une certaine mesure les Russes, regardent toujours au-delà de l'horizon et ignorent les évolutions à court terme. Pensez-vous qu'au-delà de l'horizon, peut-être que je m'avance un peu, il existe une possibilité non seulement de normaliser les relations entre la Russie et les États-Unis, mais aussi de voir émerger une alliance entre les deux pays dans la prochaine décennie? C'est ce dont parlent déjà les gens. Historiquement, et cette perception est profondément ancrée dans notre mentalité, le mot alliance veut dire qu'on s'allie contre quelqu'un. La multipolarité que Marco Rubio a reconnue est différente. Comment peut-on reconnaître la multipolarité sans reconnaître les grands pays comme la Chine et l'Inde, le grand continent africain, l'Amérique latine, le Brésil et bien d'autres? À mon avis, la multipolarité va encore évoluer pendant un certain temps. Cela pourrait même occuper une époque historique entière. Je pense que le monde multipolaire pourrait être composé de superpuissances par leur taille, leur importance économique, leur puissance militaire, en particulier nucléaire. Les États-Unis, la Chine et la Russie entrent certainement dans cette catégorie. D'autres acteurs qui ne sont pas aussi grands peuvent participer à un monde multipolaire par le biais de structures sous-régionales, par exemple l'ASEAN, le Conseil de coopération du Golfe et la Ligue arabe. L'Union africaine est d'ailleurs devenue l'année dernière membre à part entière du G20. La Ligue arabe souhaite faire de même. Nous y sommes favorables. Le G20 est d'ailleurs un format qui s'avère aujourd'hui utile sur le plan non seulement financier et économique, mais aussi politique. Il pourrait jouer un rôle très positif dans l'émergence de la multipolarité.
multipolarity. Yes, there are still Oui, il reste encore de l'animosité, animosity. mais il y a la règle du consensus. They don't vote. Il n'y a pas de vote. C'est pourquoi ce format est plus prometteur que celui de l'Assemblée générale de l'ONU. À chaque fois que quelqu'un ne peut obtenir quelque chose au Conseil de sécurité, il s'adresse à l'Assemblée générale en mettant en scène un spectacle avec des votes, des accusations et ainsi de suite. Marco Rubio n'est pas le seul à parler de multipolarité. S'exprimant sur les causes profondes de la crise, Donald Trump a parlé de l'OTAN et j'ai déjà mentionné ses propos. Nous insistons pour que tout traitement de la crise ukrainienne, toute tentative, toute initiative, dont la plupart sont très vagues, se concentre sur les causes profondes du conflit. Donald Trump a confirmé qu'une des causes profondes était l'expansion de l'OTAN, qui a posé une menace pour la sécurité de la Russie. Je tiens d'ailleurs à souligner, dans les nouvelles circonstances de l'après-20 janvier, que l'importance de l'Ukraine pour la sécurité de la Russie est bien plus grande que celle du Groenland pour la sécurité des États-Unis. Bien sûr. Quant au deuxième aspect, des causes profondes du conflit, j'ai déjà mentionné l'éradication de la langue russe, des médias et de la culture russe, l'interdiction des partis d'opposition et de certains médias d'opposition, même s'ils écrivent et diffusent en ukrainien, les meurtres et les disparitions de journalistes, sans parler des crimes de guerre commis juste après le coup d'État contre les habitants du Donbass, qualifiés de terroristes. Tout cela constitue une violation flagrante de la Charte des Nations Unies, selon laquelle chacun doit respecter les droits de l'homme sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. C'est tout au début. Il s'agit de l'article 1 de la Charte de l'ONU. Je fais appel au secrétaire général des Nations Unies. J'ai attiré l'attention des journalistes à l'ONU. Chaque fois que je me rends sur place, je tiens une conférence de presse. D'ailleurs, j'ai également interrogé ces journalistes sur plusieurs incidents utilisés par l'Occident pour condamner la Russie, comme si elle était le pire des criminels, à commencer par le crash du Boeing malaisien, assurant le vol MH17 en juillet 2014. Le procès s'est déroulé en présence d'un seul témoin. With only one witness being present in person, 12 other witnesses. Les 12 autres témoins n'ont pas été présentés. Leurs noms ne sont pas connus, mais le jury a déclaré qu'ils étaient fiables et qu'ils avaient confirmé les soupçons. Cette affaire reste donc encore très trouble. L'affaire de l'empoisonnement des Skripal à Salisbury, les notes officielles adressées aux autorités britanniques comportant des questions sur le sort de ces citoyens russes
et le lieu où il se trouve ont été totalement ignorés. Ils en ont fait un scandale. Ils nous ont accusés. Ils en ont profité pour durcir les sanctions. Puis, ils ont oublié tout cela. Il en va de même pour Alexei Navalny, mort en prison en purgeant sa peine. Quelques années plus tôt, il avait été soigné après un empoisonnement présumé en Russie. Il avait été transporté en moins de 24 heures en Allemagne. Il avait été soigné là-bas. C'est une histoire intéressante. Nous avons posé des questions. C'était notre concitoyen. Et nous voulions connaître la vérité, savoir ce qui lui était arrivé. Les Allemands ont dit qu'on n'avait rien trouvé dans un hôpital civil. Il a donc été traité dans un hôpital militaire de la Bundeswehr. Là, ils nous ont dit qu'ils avaient trouvé les traces du poison Novichok dans son sang. Nous avons demandé à voir les tests. C'est normal puisqu'il était notre concitoyen et on nous accusait de l'avoir maltraité. Ils ont dit non, qu'ils ne nous le donneraient pas parce que nous pourrions comprendre leur niveau d'expertise en matière de substances biologiques. Ils ont dit qu'ils donneraient cela à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Nous nous sommes adressés à elle en expliquant que nous en étions aussi membres et que les Allemands avaient dit que c'était maintenant chez eux. Ils ont dit oui, que les Allemands leur avaient remis le test, mais à condition qu'ils ne nous le montrent pas. C'est puéril et en même temps tragique. Childish, but it is tragic at the same time. J'ai demandé publiquement et à plusieurs reprises à de nombreux journalistes occidentaux pourquoi, en tant que professionnels, ils ne voulaient pas connaître la vérité sur cette personne dont l'Occident a fait un martyr de la méchante Russie. Pourquoi ils ne voulaient pas savoir ce qui est arrivé et comment il a été traité, notamment en Allemagne, avant de revenir en Russie. Was he treated in Germany before he came back to Russia? And the last one, Bucha. Et enfin, Bucha. 2 days after, 2 jours après la signature des accords d'Istanbul en avril 2022, for the sake of signing the Istanbul, nous nous sommes retirés, en guise de geste de bonne volonté, de plusieurs localités de la banlieue de Kiev. And 2 days after, 2 jours après notre départ de Bucha, une équipe de tournage de la BBC a montré la rue principale avec des cadavres soigneusement disposés le long des 2 côtés de la route. Cela a bien sûr suscité un tollé. Nous avons insisté pour qu'une enquête soit menée. Jusqu'à présent, personne ne se soucie de l'enquête. Nous voulons obtenir les noms des personnes, seulement les noms des personnes dont les corps ont été montrés par la BBC. J'ai soulevé cette question 2 fois publiquement au Conseil de sécurité devant le secrétaire général. Je lui en ai parlé. Nous avons envoyé une demande officielle au haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies. Aucune réponse n'a été donnée. Et j'ai soulevé cette question à 2 reprises à New York, devant tous les correspondants étrangers, en faisant appel à leur professionnalisme. En vain. Au sujet des droits de l'homme et de la sincérité de nos amis occidentaux, l'Europe et le Royaume-Uni veulent certainement que cela continue. La façon dont ils ont reçu Zelensky à Londres, après le scandale de Washington, montre qu'ils veulent faire monter les enchères.
et qu'ils préparent quelque chose pour faire pression sur l'administration de Donald Trump afin qu'elle revienne à des actions agressives contre la Russie. Nous regardons cela avec philosophie. Nous savons ce que nous faisons. En fait, je suis surtout étonné par cette obsession portant sur des soldats de la paix. Le président Macron dit « Arrêtons tout. Des soldats de maintien de la paix seront déployés dans un mois. On verra ensuite ce qu'il convient de faire. » Tout d'abord, ce n'est pas ce qui, selon nous, est nécessaire pour mettre fin à cette guerre que l'Occident a déclenchée contre nous par l'intermédiaire des Ukrainiens avec la participation directe de leurs militaires. Nous le savons. Si l'expansion de l'OTAN est considérée, au moins par Donald Trump, comme une des principales raisons du conflit actuel, alors la présence de troupes de l'OTAN, quel que soit leur drapeau et leur mission, sur le territoire de l'Ukraine, représente un danger pour tous. Vous ne l'accepterez en aucun cas? En aucun cas. Personne ne parle avec nous. Ils continuent à dire rien sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Mais ils font tout sur la Russie sans la Russie. D'ailleurs, lorsqu'il a été interrogé sur des forces de maintien de la paix, Trump a répondu qu'il était trop tôt pour en discuter, mais qu'il fallait normalement obtenir le consentement des parties. Pourquoi devrions-nous donner notre consentement à une force de maintien de la paix, ou même à un groupe de maintien de la paix, pas une force? Ils veulent donc une force composé de pays qui nous ont traités d'ennemis et qui viendraient en tant que soldats de la paix? Le deuxième point concerne les droits et le sort des personnes qui vivent non seulement dans les territoires libérés, mais aussi dans les territoires contrôlés par le régime. La plupart d'entre eux parlent également le russe. Ils ont grandi dans la culture russe et veulent que leurs enfants sachent le russe et l'apprennent. Ma question était de savoir si cette loi, ou les parties de cette loi qui interdisent la langue russe, seraient annulées sur le territoire qui resterait à l'Ukraine. Pas de réponse. Nous verrons plus tard. Et si vous voyez plus tard, une autre question est de savoir si on va garder ce monument à Bandera, qui a collaboré avec Hitler, a été accusé, condamné par le tribunal de Nuremberg, dans un jugement par défaut. Ce monument a été montré pour la première fois au ministre israélien des Affaires étrangères, qui a déclaré « Je n'aurais jamais pu soupçonner que c'était possible ». Le reste de l'Ukraine conserverait donc ce monument et l'interdiction de la langue russe, organiserait des marches, des processions au flambeau avec les symboles des divisions SS. Alors, en tout état de cause, il ne s'agirait pas d'un groupe, d'une force de maintien de la paix. Il s'agirait d'un groupe qui maintiendrait et protégerait le régime nazi. Et c'est absolument impossible. Puis-je vous poser une question sur Gaza? Le président Poutine a exprimé son indignation face au génocide à Gaza. Quelle sera la position du ministère des Affaires étrangères si le régime de Netanyahou attaque l'Iran, comme le Premier ministre Netanyahou l'a publiquement menacé? Heureusement, nous avions de bonnes relations avec le Premier ministre Netanyahou. Le président Poutine souligne toujours, lorsqu'il parle de cette région, que la solution est impossible sans la création d'un État palestinien et sans un dispositif de sécurité fiable pour Israël.
reliable security arrangements for Israel. The two states were created by Les deux États ont été créés par une décision de l'Assemblée générale en 1948. Selon cette décision, la condition de la création et de l'existence d'un État était la création et l'existence de l'autre. Aujourd'hui, tous ceux qui veulent un État palestinien parlent des frontières de 1967. Ces frontières sont très différentes de celles de 1948, qui étaient censées être les frontières d'Israël et de la Palestine. Si vous regardez la carte aujourd'hui, les frontières de 1967 sont comme une galaxie en comparaison de ce que vous avez maintenant. Et la Cisjordanie est parsemée de colonies israéliennes. J'ai vu de nombreux rapports indiquant que les Israéliens avaient décidé d'annexer la Cisjordanie d'une manière spécifique, en la prenant sous contrôle total, sans en expulser les Palestiniens, mais en les concentrant dans plusieurs municipalités, et non dans des camps. La question de l'Iran fait-elle également partie des négociations actuelles? Est-ce que les négociations sur la paix en Ukraine incluent d'autres questions géopolitiques? Est-ce que les présidents Poutine et Trump parlent uniquement de l'Ukraine ou d'autres sujets géopolitiques qui intéressent la Russie? Nous avons discuté de la situation dans le Golfe Persique. Nous avons évoqué le plan d'action global commun sur le nucléaire iranien. Nous sommes en faveur de rétablir l'accord initial que les Américains ont abandonné sous le premier mandat de Trump. Nous avons des contacts du côté européen. La Russie prône la reprise du format prévu par l'accord initial et approuvé par le Conseil de sécurité. France, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, Russie, Chine et l'Iran. On verra ce que ça donne. En revanche, ce qui nous préoccupe, c'est que manifestement, les Américains souhaiteraient que ce nouvel accord soit accompagné de conditions politiques. Selon ces conditions, l'Iran s'engagerait à se soumettre à un contrôle visant à confirmer qu'il ne soutient pas de groupes en Irak, au Liban, en Syrie ou ailleurs. Je ne pense pas que cela marche. Tous les pays du Golfe Persique ont une influence au-delà des frontières de leurs royaumes et émirats. En Afrique du Nord, ils mettent en œuvre un grand nombre de programmes humanitaires et économiques. Et ils jouent également un rôle de médiateur. Prenons le Soudan, par exemple. La crise interne dans ce pays est en train d'être traitée d'une manière ou d'une autre par certains pays du Golfe. Donc déclarer que tout le monde, sauf l'Iran, a le droit d'exercer son influence sur d'autres pays de la région, c'est un scénario irréaliste. Que pensez-vous des déclarations du président Poutine en juin 2024 concernant les conditions d'un règlement ou même de négociation avec l'Ukraine?
Je pense que la position du président Poutine reste inchangée. Vous partagez la position du président. Le vice-ministre Sergei Ryabkov a aussi dit la même chose. Toutefois, certains en Occident estiment que vous ne pensez pas vraiment ce que vous dites. Bonne réponse. Laissons-les s'égarer. Be misguided. Our conscience is very Nous avons la conscience tranquille. clear and clean. And it is clean not Et si elle l'est, because it's seldom. ce n'est pas parce que nous l'utilisons rarement. It's because we have Mais parce que nous nous sommes brûlés les doigts si souvent so many times que dans la crise actuelle, on this particular nous savons ce qu'il faut faire know what must et be done, que nous ne ferons aucun compromis qui mettrait en péril le sort de la population. which would compromise the fate of the people. It's not about the territory. Il ne s'agit pas de territoires, Who were deprived of their history. il s'agit de gens que la loi a privés de leur histoire. When Zelensky was asked in En septembre 2021, bien avant l'opération militaire spéciale, the war was still alors que la guerre se poursuivait en violation des accords de Minsk, agreements, on a demandé à Zelensky, lors d'une interview, ce qu'il pensait des gens de l'autre côté de la ligne du front. and he said, D'ailleurs, still on the internet, you can cette interview est toujours disponible sur Internet, vous pouvez l'écouter. There are species. Donc il a dit qu'il y avait des gens et des espèces. Il a dit à ceux qui vivent en Ukraine et se sentent liés à la culture russe, le conseil que je vous donne pour le bien de vos enfants et petits-enfants, c'est d'aller en Russie, to Russia. de dégager de l'Ukraine. Get out of Ukraine. And this was the man C'est le même homme a few years qui, before, quelques années plus by tôt, being an actor and then when alors qu'il était encore acteur et candidat à la présidence, stop appelait officiellement à arrêter d'attaquer la langue that russe. people. He was on record. Il y a des enregistrements. But the sequence of events Cette série d'événements nous a poussés à nous concentrer sur l'obtention de résultats qui bénéficieraient au peuple et qui le sauveraient. Certains disent que l'Ukraine doit retrouver ses frontières de 1991 et que la Russie doit partir. Les territoires ne sont importants que parce que des gens y vivent. Et les gens qui vivent sur les territoires que Zelensky veut récupérer sont les descendants de ceux qui, pendant des centaines d'années, ont construit Odessa et d'autres villes sur ces mêmes terres, qui ont construit des ports, des routes, qui ont cultivé ces terres et qui se sentent liés à l'histoire de ces terres. D'ailleurs, l'UNESCO a classé, sous la pression intensive de l'Ukraine, le centre d'Odessa au patrimoine culturel mondial. La ville le méritait. Mais cette décision est intervenue une semaine après que le monument à Catherine la Grande, fondatrice d'Odessa, a été déboulonné et jeté. Et l'UNESCO a fait comme si de rien n'était. Permettez-moi de rappeler brièvement le cours des événements. Lors des élections de 2004, deux candidats s'affrontaient, un considéré comme pro-russe, l'autre comme pro-américain. Ce dernier était marié à une politologue américaine. Au second tour des élections de 2004, le candidat pro-russe a remporté la victoire. Mais la foule, à l'instigation des Européens, a réclamé avec insistance que les résultats soient reconsidérés
Soumise à une énorme pression, la Cour constitutionnelle d'Ukraine a décidé d'organiser un troisième tour, ce qui n'est pas prévu par la Constitution. La Cour constitutionnelle a élargi, sans en avoir le droit, les procédures constitutionnelles. Le candidat pro-occidental, Viktor Yushchenko, a gagné les élections. Il n'y a pas eu de Maïdan, pas de révolution. Personne n'a incité les gens à faire ça. Puis, lors des élections présidentielles qui ont suivi, le candidat considéré comme pro-russe, Viktor Yanukovych, remporte une victoire nette. Personne ne la remet en doute. Ensuite, en 2013, peut-être même plus tôt, en 2013, c'est le point culminant, Yanukovych a entamé des négociations avec l'Union européenne pour conclure un accord d'association. Cela, c'est sûr. On ne peut pas cacher ce genre de choses. Nos experts se sont mis à expliquer à leurs collègues ukrainiens qu'en obtenant un statut d'association avec l'Union européenne, ils bénéficieraient de droits de douane nuls pour de nombreux produits. Or, l'Ukraine profitait déjà de tarifs nuls avec la Russie, car il existait une zone de libre-échange au sein de la communauté des États indépendants. En revanche, nous avions certains droits protecteurs dans nos échanges avec l'Union européenne, comme convenu lors de notre adhésion à l'OMC. Ainsi, on risquait de se retrouver dans une situation où les produits européens, sur lesquels nous avions convenu de certains droits protecteurs, envahiraient l'Ukraine. En l'absence de frontières douanières entre l'Ukraine et la Russie, nous devrions fermer la frontière. Ensuite, le président Poutine a même proposé à la Commission européenne, dirigée à l'époque par José Manuel Barroso, que l'UE, la Russie et l'Ukraine s'asseyent à la table des négociations pour trouver le moyen de régler ces différends, de sorte que personne ne souffre. Monsieur Barroso a répondu que ça ne nous regardait pas, de même que nos échanges avec le Canada ne regardaient pas l'UE. On fait ce qu'on veut. Puis le président Yanukovych a demandé le report de la signature de cet accord d'association, déclarant qu'il voulait mieux comprendre comment l'arranger. Cela a été l'événement déclencheur du Maïdan. Bien préparé, avec des centaines de tentes de la même marque, de la même couleur, tout identique. Le point culminant de ce Maïdan a été février 2014, lorsque l'Allemagne, la France et la Pologne ont organisé des négociations entre le président légitime et l'opposition. C'est ainsi que tout a commencé. Ils ont conclu un accord qui, comme je l'ai dit, a été rompu le lendemain matin, lorsque l'opposition a déclaré que c'était désormais eux, le pouvoir et le gouvernement. S'ils avaient respecté les termes de l'accord qu'ils avaient signé avec l'aide des Allemands, des Français et des Polonais, l'Ukraine serait maintenant exactement là où elle le souhaitait, à l'intérieur de ses frontières de 1991, Crimée comprise. Ils se sont montrés impatients, parce que s'ils avaient attendu 5 mois avant l'élection anticipée, ils auraient gagné, parce que l'électorat en Ukraine avait été très fortement malaxé par l'USAID. Les chiffres font surface actuellement. Donald Trump les a mentionnés au Congrès. Victoria Nuland
a déclaré après ce coup d'État qu'il n'avait épargné aucun effort pour gagner la démocratie en Ukraine. Elle a dit qu'ils avaient dépensé 5 milliards de dollars pour cette révolution. Ensuite, les accords de Minsk ont été signés. S'ils avaient respecté les accords de Minsk, ils seraient toujours à l'intérieur des frontières de 1991 sans la Crimée, car la Crimée n'a jamais été mentionnée lors des négociations de Minsk. Tout le monde comprenait que le vote du peuple avait été très clair et net. Il y avait des centaines d'observateurs occidentaux, officieux, mais des parlementaires. Avril 2022, Istanbul. Le président Macron a déclaré que le président Poutine avait essayé d'imposer quelque chose à Zelensky. Encore un mensonge de Macron, car le document qui a été paraphé par nous et par les Ukrainiens avait été rédigé par ceux-ci, et nous l'avons accepté. C'était très simple. Pas d'OTAN, pas de base militaire, pas de manœuvre militaire. Au lieu de l'OTAN, les garanties sont fournies par les 5 membres permanents, plus l'Allemagne, plus la Turquie. Cette liste était ouverte. N'importe qui pouvait rejoindre la liste des garants. Ces garanties ne s'appliquaient pas à la Crimée et à la partie du Donbass qui était alors contrôlée par la Russie. Ces principes ont été paraphés et un accord a été conclu sur l'élaboration d'un traité sur cette base. Ensuite, Boris Johnson a déclaré « Ne faites pas ça, continuez à vous battre ». Tout comme le chef du renseignement allemand déclare maintenant qu'ils ne pourront pas s'arrêter avant 2029. Peut-être veulent-ils attendre le départ de Donald Trump. Donc, s'ils avaient coopéré et agi de leur propre initiative, ils auraient les frontières de 1991, sans la Crimée et une partie du Donbass. Chaque fois qu'ils trichent, ils perdent. Et ce processus se poursuit. Vous savez, on dit que vous êtes le Metternich de notre époque. À mon avis, c'est inexact. Je dirais plutôt que Metternich était le Sergei Lavrov de son époque. Merci beaucoup. Thank you.